D'emblée, on peut s'interroger sur l'expression de préjudice en matière climatique ou de préjudice climatique tout court. Expression qui doit nécessairement être envisagée au pluriel, bien sûr, quand on comprend l'extrême variété des préjudices liés au changement climatique, de même que l'ampleur potentielle de ces préjudices. Mais tout de suite, il est important de bien distinguer, parce que c'est très important pour la compréhension de la suite du propos, de bien se rappeler de la distinction qui n'est pas toujours appliquée, mais qui existe néanmoins, la distinction entre un dommage et un préjudice. En effet, cette distinction est importante car les conséquences des changements climatiques ne se répercutent pas seulement sur les personnes, mais aussi sur les écosystèmes. Alors, si je me réfère à une distinction classique en droit administratif, on distingue le dommage qui serait l'atteinte à l'intégrité d'une chose, d'une personne, d'une situation constatée objectivement. Quant au préjudice, ce serait une atteinte à l'intérêt même de la victime. Et donc le préjudice est forcément, avant la création du préjudice écologique, en tout cas, le préjudice est forcément attaché à une personne. Par conséquent, en droit administratif, l'illégalité d'un acte ou une carence peut engendrer un dommage sans causer nécessairement de préjudice si cet acte ne lèse les intérêts d'aucun administré. Et c'est finalement la situation qui a été longtemps celle des dommages à l'environnement, jusqu'aux décisions sur les RICA. On considérait éventuellement qu'il pouvait y avoir des dommages à l'environnement, mais qui ne constituaient pas un préjudice, l'environnement, les écosystèmes n'étant pas eux-mêmes des sujets de droit. Et preuve que on n'a absolument pas besoin de reconnaître la nature comme sujet de droit pour régler ce type de problème, eh bien on a réussi à le faire en créant la notion de préjudice écologique pur. Malheureusement, et bien évidemment je vais en parler plus tard, le juge administratif pour l'instant n'a pas suivi la voie ouverte par les décisions sur les RICA, ni par la modification en 2016 du Code civil. Bref, on a aujourd'hui, bien sûr, ces domaines émergents, l'absence de définition juridique du ou des préjudices climatiques, parce qu'évidemment, ça ne recouvre pas exactement la même notion. Alors, de manière générale, on peut considérer, je pense qu'on sera à peu près tous d'accord là-dessus, qu'on peut envisager le préjudice climatique comme celui qui est potentiellement issu des dommages qui résultent des effets des changements climatiques. Je n'y reviens pas, augmentation de la température, intensification des événements climatiques extrêmes, augmentation du niveau de la mer, etc. etc. Il y a de quoi évidemment se faire peur. Il recouvre également des réalités très variées. Un certain nombre de biens peuvent être détruits. Je pense que en région bordelaise, l'immeuble du Signal a fait beaucoup parler, donc on a un exemple ici assez concret. Des déplacements de population aussi. Ça, c'est également un élément important sur lequel on a travaillé depuis très longtemps, notamment à l'Université de Limoges. Les atteintes aux personnes, alors je ne suis pas scientifique, mais bon, je pense que c'est des données assez connues. Les changements climatiques conduisent déjà à une augmentation de certaines pathologies et vont, par exemple, augmenter l'aire de diffusion de certains virus qui, jusqu'à présent, étaient contenus dans certaines zones géographiques, et bien sûr des atteintes aux écosystèmes. Donc il faut essayer de démêler un petit peu tout ça. Ici, je voudrais faire référence à une petite typologie des préjudices climatiques qui a été esquissée par notre collègue privatiste Mireille Bakache, en la citant tout simplement. Alors elle nous dit qu'il peut s'agir de dommages environnementaux, tels que la modification de la biodiversité terrestre et marine, la disparition d'une espèce du fait de la sécheresse par exemple. Donc ça, ce serait plutôt sur l'aspect préjudice écologique. Il peut également s'agir de dommages matériels. Donc là aussi, on s'est appréhendé par le droit, destruction de biens, d'infrastructures, dépenses effectuées pour éviter ces destructions, surcoût des primes d'assurance. Il peut enfin s'agir de dommages corporels,
qu'il s'agisse d'atteinte à l'intégrité physique ou psychique ou des pathologies particulières comme des problèmes de santé, etc., etc. Dès lors, on voit bien que les préjudices climatiques peuvent, au plan juridique, être envisagés à travers la plupart des catégories de préjudices existantes, préjudices matériels, corporels, moraux ou environnemental, enfin écologique pur. Un mot également sur les causes des préjudices climatiques. Là aussi, aujourd'hui, maintenant, c'est clairement établi. C'est l'augmentation des gaz à effet de serre et évidemment dont l'importance de l'origine anthropique est désormais scientifiquement établie, toujours contestée par quelques marginaux, mais heureusement, c'est une espèce en voie de disparition. Cette augmentation des gaz à effet de serre est d'abord le résultat de l'activité des individus à travers les actes de la vie courante. Les grands postes d'émissions de gaz à effet de serre, c'est nos déplacements, donc les transports, la nourriture, c'est-à-dire l'agriculture, les activités économiques, donc nos emplois, etc., et le logement. Bon, c'est à peu près les grands domaines qui produisent des gaz à effet de serre. Donc il ne faut pas oublier que derrière ces problèmes-là, j'ai coutume de le rappeler souvent à mes étudiants qui aiment bien se dire il y a le méchant total et les gentils citoyens. Non, c'est un petit peu plus compliqué que ça, les problèmes d'environnement. On est un petit peu tous responsables à notre échelle de la question des gaz à effet de serre. Si j'en viens maintenant au rôle de l'État dans tout ça, on peut distinguer deux éléments. Il y a l'État dans l'exercice de ses missions de service public. Alors ce matin, Hubert nous citait le chiffre de 30%. Bon, je ne sais pas exactement ce que ça recouvre, mais je dirais que ces activités de service public, c'est, pour le dire très très vite, c'est des activités économiques comme d'autres, ou d'intérêt général. Bon, mon but n'est pas rentrer dans ces détails-là, mais ce sont des activités de la vie courante, si ce n'est qu'elles sont exercées par des personnes publiques. Là, moi, ce qui m'intéresse ici, c'est plutôt d'examiner la question de la responsabilité, du coup, indirecte de l'État, non pas dans ses activités quotidiennes, mais à raison de sa mission de régulation des gaz à effet de serre. Donc sa mission de police, en réalité. D'accord ? Donc c'est ça plutôt qui me semble-t-il, est intéressant. Et le cas échéant, sous réserve bien sûr de démontrer une faute et un lien de causalité, je crois qu'on n'a pas trop parlé du lien de causalité, j'en parlerai pas non plus, mais c'est quand même un élément fondamental dans ces histoires de préjudice climatique, parce qu'on fait quand même malgré tout du droit. Eh bien, les préjudices climatiques seraient ici issus des illégalités commises par l'État, là aussi ça a été rappelé ce matin, ou alors de la possible insuffisance de la mise en œuvre de ces engagements en la matière. Ça, c'est pour le cadre général. Maintenant, sur les enjeux, alors il y en a beaucoup, je n'ai pas le temps de tous les aborder, mais il y a bien sûr un énorme enjeu en termes vis-à-vis du principe de séparation des pouvoirs, qui est classique dès qu'on s'intéresse aux juges et dès qu'on s'intéresse notamment à la question de la responsabilité de l'État. Donc je ne vais pas développer, mais par exemple, il y a un article récent de notre collègue Laurent Fonbostier, constitutionnaliste, sur cette question de la séparation des pouvoirs et de l'environnement. Il y a aussi des enjeux démocratiques qui sont un petit peu en toile de fond. Est-ce qu'un juge demain tout seul peut décider d'indemniser à grande échelle les dommages climatiques? Bon, d'un point de vue démocratique, ça peut là aussi poser un certain nombre de questions. C'est peut-être plutôt des décisions qu'on devrait prendre collectivement. Ce qui amène nécessairement à la question qui est la plus importante, je pense, c'est la question de l'ampleur de ces dommages. Alors, je ne suis pas un grand spécialiste du droit de la responsabilité, mais comme ça, spontanément, je n'ai pas forcément de souvenir de problèmes sur lesquels on a des dommages d'une telle ampleur. Si vraiment on comptabilise tous les dommages liés au changement climatique, est-ce qu'on a déjà fait face à des dommages de masse comme ça ? Je n'en suis pas absolument certain. Et à mon avis, c'est ça qui pose une question relativement singulière ici. Et bien sûr, certains auteurs commencent déjà à s'interroger sur l'opportunité ou non, plutôt que d'aller par la voie classique de la responsabilité civile, administrative ou judiciaire, de s'orienter vers la création de fonds d'indemnisation. Bon.
Et même les fonds d'indemnisation, bon, je sais pas, enfin, dans quelle mesure est-ce que la société peut tout simplement prendre en charge des dommages d'une telle ampleur. Bon, c'est une question que je laisse ouverte. Mais en tout cas, on peut se demander si la responsabilité civile est l'outil juridique idoine pour traiter la question des préjudices climatiques, notamment en droit de la responsabilité. On sait très bien qu'immédiatement derrière, il y a la question du coût pour les finances publiques de la reconnaissance de la responsabilité et de l'obligation de réparer un certain nombre de dommages. Donc forcément, ça a un impact sur le budget de l'État. Si on imagine que demain, on condamne l'État à rembourser absolument tous les préjudices climatiques. Bon, vous voyez, tout ça, ce sont des grandes questions. Néanmoins, dans la mesure où il existe déjà des recours qui demandent la réparation des préjudices climatiques, et notamment le recours de l'affaire du siècle, qui sera un petit peu un fil rouge, je me limiterai ici à traiter la question plus prosaïque du préjudice climatique dans le cadre de la responsabilité civile administrative et d'examiner classiquement les différents chefs de préjudice, etc. En effet, la question que je me suis posée, c'est quels sont les préjudices climatiques qui seraient potentiellement réparables en droit de la responsabilité administrative et quelles sont surtout les principales difficultés à surmonter pour les requérants. Alors, de manière générale, la tâche n'est évidemment pas simple. D'abord, d'un point de vue factuel, parce qu'il faut toujours réunir les conditions classiques du préjudice dans le cadre de la responsabilité pour faute, c'est-à-dire le caractère certain, direct et personnel du préjudice. J'y reviendrai pas longuement, mais ça fait partie des questions de preuve sur lesquelles je pense que n'importe quel requérant doit approfondir sa réflexion, et notamment dans le cadre de l'affaire du siècle. Et je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'on puisse avoir un résultat satisfaisant de ce point de vue-là. Si je quitte le domaine factuel pour plutôt aller d'un point de vue plus juridique, il me semble que le niveau de difficulté varie selon les différents chefs de préjudice qu'on envisage. Et dès lors, j'ai distingué deux grands types de situations. D'abord, les préjudices climatiques, enfin les dommages climatiques qui ont une conséquence pour les personnes, et ensuite les dommages climatiques qui peuvent avoir des conséquences, cette fois-ci uniquement pour l'environnement. Donc en gros, on va avoir des choses assez classiques dans la première partie, et dans la deuxième partie, s'interroger sur la fameuse question du préjudice écologique dans le domaine de la responsabilité administrative. Alors d'abord, première grande idée, c'est l'absence de difficultés juridiques majeures concernant la réparation des dommages aux personnes. D'abord, ici, on peut distinguer deux cas. Le cas classique, personne physique et morale, et ensuite je ferai un cas particulier pour les associations de protection de l'environnement qui là ont des mécanismes un petit peu encore plus favorables pour demander la réparation de certains types de préjudices. Alors s'agissant des personnes physiques et principalement ensuite des entreprises, puisque les entreprises, bien sûr, vont aussi subir les conséquences en termes économiques, sur leurs propres bâtiments, etc., des dommages climatiques. Bon, là, on peut convoquer un petit peu toute la panoplie habituelle de la responsabilité civile. D'abord, les préjudices matériels, aussi bien pour les entreprises que pour les personnes physiques. De ce point de vue-là, on pourrait aussi s'interroger sur l'application dans ce domaine-là de la notion de trouble de jouissance. Il me semble que là, on pourrait approfondir cette question-là. La question des préjudices financiers, c'est-à-dire des pertes de revenus professionnels engendrées par les conséquences des changements climatiques. On est à Bordeaux, on a des viticulteurs. Je ne sais pas si un vin à 16 degrés d'alcool se vend aussi bien qu'un vin à 12 degrés. Bon. Vous voyez, là, je vais assez loin, mais
concrètement, ce sont des questions qui se posent. Je ne dis pas que ce sera réparé par le juge administratif, etc. Mais en tout cas, pour les futurs requérants, ils peuvent envisager d'aller sur ce terrain-là. Ensuite, sur la question du préjudice moral, cette fois, alors là, bon, c'est un peu plus, c'est un peu moins évident. Je ne pense pas qu'il y ait d'atteinte à l'honneur ou à la réputation liée au changement climatique. En revanche, on trouve dans la jurisprudence administrative des cas dans lesquels le préjudice moral est parfois envisagé comme l'atteinte à un droit fondamental. Et donc ici, forcément, on peut se demander si une personne privée ne subit pas un préjudice moral du fait de l'atteinte à son droit à l'environnement. Bon, c'est très prospectif, hein. Ça n'a pas du tout été utilisé dans le domaine de l'environnement, cette jurisprudence-là. Mais c'est plutôt sur la question des délais raisonnables de jugement, etc. Mais pourquoi pas transposer ce type de raisonnement? Moi, j'aime assez l'idée que l'atteinte à un droit puisse en elle-même constituer un préjudice moral, parce que ça permet d'augmenter le champ des possibles en utilisant l'action en responsabilité. Ensuite, on a la question des préjudices corporels. Donc là, j'ai évoqué tout à l'heure, il y a un certain nombre de pathologies qui peuvent être liées ou aggravées, parce qu'on est souvent sur des questions d'aggravation de problèmes existants. Ce qui pose aussi un certain nombre de défis aux juges en droit de la responsabilité. On peut aussi également s'interroger sur la catégorie juridique des troubles dans les conditions d'existence, les désagréments, l'impact sur les habitudes de la victime. Les conditions d'existence sont-elles troublées par une vague de chaleur? Bon, je pense que l'été dernier, chacun a pu expérimenter. Si vous habitez, par exemple, au dernier étage d'un immeuble en pleine ville, je pense que vous avez dû probablement en souffrir. Il y a aussi la question du préjudice d'agrément, le fait de devoir renoncer à certains projets, à certains déplacements, de s'abstenir de certaines activités sportives ou de loisirs. Donc c'est un préjudice qui est reconnu, y compris par le juge administratif. Bon, moi, je suis un grand fan de vélo. L'été dernier, j'ai dû renoncer à un certain nombre de sorties cyclotouristes à cause de la canicule. Bon, si on ouvre vraiment la porte de l'indemnisation, on peut toujours imaginer que ça aussi pourrait être indemnisé. Donc, vous voyez l'ampleur un petit peu quand on ouvre la boîte de Pandore de la responsabilité climatique, hein, on peut aller très très loin. Je passe évidemment sur le préjudice d'anxiété. Aujourd'hui, on a le développement de certaines pathologies psychiques qui apparemment sont liées à l'angoisse liée au changement climatique. Alors ça porte un nom, mais malheureusement je l'ai oublié. Mais voilà, je vous invite à vous y intéresser. On peut tout à fait ouvrir un grand nombre de portes. Sur les conditions classiques, caractère direct, personnel et certain, ça relève évidemment d'une appréciation au cas par cas ici. Mais un petit mot sur le caractère certain du préjudice. Bien sûr, ça c'est relativement connu. Il est possible d'indemniser un préjudice futur à condition qu'il ne soit pas uniquement éventuel ou hypothétique. Alors, dans le recours sur l'affaire du siècle, on a l'air de considérer que, oui, bien sûr, c'est certain, c'est un préjudice futur. Bon, je pense que le regard du juge administratif sera quand même un peu plus strict que ça pour apprécier cette notion de préjudice futur. Et également, quand on regarde un peu le droit de la responsabilité administrative, on rencontre aussi la fameuse notion de perte de chance qui permet, selon les spécialistes de la matière, de dépasser l'incertitude d'une situation en affirmant le caractère certain d'une perte d'opportunité. Bon, là aussi, je pense qu'on pourrait s'interroger sur la notion de perte de chance au regard de la question climatique. Sur le plan procédural, là, on pourrait se tourner vers la question de l'action de groupe. On en a un petit peu parlé ce matin, donc je développe pas cette question. Ensuite, la spécificité des associations de protection de l'environnement. Bon, là, c'est un contentieux qui n'est pas très répandu, pas très connu, mais qui est relativement classique, soit devant le juge administratif, devant le juge judiciaire, devant le juge administratif. Le préjudice moral
causée du fait de l'atteinte à l'objet statutaire d'une association est indemnisable. Bon, c'est assez ancien en droit administratif. Je vous rappelle le fameux arrêt syndicat des patrons coiffeurs de Limoges, s'agissant d'un syndicat, ou alors d'un arrêt donc le premier date de 1906, un arrêt Loubal de 1935 où il s'agissait d'une association de défense d'un quartier qui était victime des versements par la commune d'immondices dans leur quartier. Donc, vous voyez, déjà à l'époque, on avait reconnu que les intérêts de l'association avaient été lésés par cet élément-là. On a des petits doutes quand même en ce moment en droit administratif parce qu'en 2015, on a eu une décision ASPAS, donc Association de protection des animaux sauvages, qui est venue un petit peu semer le trouble sur cette question du préjudice moral associatif. Mais le Conseil d'État n'a quand même pas remis en cause la possibilité d'avoir une réparation du préjudice moral. Je ne rentre pas dans le détail ici parce qu'elle est très difficile à interpréter en fait. Elle a été rendue sur conclusion contraire du rapporteur public et elle est, comme d'habitude avec le Conseil d'État, particulièrement laconique. Donc le préjudice moral des associations n'a pas été accepté en l'espèce et donc du coup ça donne lieu à un certain nombre d'interprétations. J'ai consulté les conclusions du rapporteur public comme le commentaire de Benoît Busson. Ah merci, c'est très gentil. Et cette décision, pour l'instant, à mon sens, c'est difficile à interpréter, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut être vigilant sur l'attitude du juge administratif vis-à-vis du préjudice associatif. Et donc, ça veut dire aussi que l'affaire du siècle doit être attentive sur ces questions-là. La jurisprudence a l'air moins stable qu'elle n'y paraît. Alors justement, pour revenir à la fameuse affaire du siècle, sur le préjudice moral des associations, il y a les éléments classiques pour justifier le préjudice moral d'une association. On a organisé un tas de colloques, de brochures, de sensibilisation du public, etc. etc. Donc, l'atteinte à l'objet statutaire nous porte un préjudice moral. De ce point de vue-là, je n'ai pas grand-chose à redire. Là où je suis plus dubitatif, c'est sur le montant d'indemnisation demandé par ce recours. C'est-à-dire que les associations, 4 associations, demandent 1 euro au titre du préjudice moral. Alors, bon, je ne suis pas juge, je ne sais pas comment les juges réagissent face à ce type de demande, mais moi, spontanément, je me dis, ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de préjudice si vous demandez 1 euro. Donc, j'imagine bien qu'il y a des raisons politiques à ça, pour ne pas apparaître comme étant l'association qui va faire les poches de l'État, etc., et avoir ainsi davantage de chances d'obtenir gain de cause parce que, comme ça, le juge administratif n'aura pas peur d'aller lui-même ordonner de faire les poches de l'État. Néanmoins, je pense que d'un point de vue général, sur la jurisprudence en matière de préjudice moral associatif, qu'elle soit judiciaire ou administrative, c'est pas du tout des montants mirobolants, mais ces dernières années, quand même, à force de contentieux administratifs, les juges ont quand même été de contentieux associatifs, pardon, les juges ont quand même été sensibilisés sur le fait que les associations agréées surtout, jouaient un rôle quand même important dans ce domaine-là et que donc elles devaient quand même avoir une indemnisation correcte de leur préjudice moral. Et donc là, je dirais que ces 4 associations ont un peu marqué un but contre leur camp, en fait, en demandant 1 euro de préjudice moral. Mais vous verrez, ce n'est pas le seul but contre leur camp qu'elles envisagent de marquer. Donc on peut regretter ça du point de vue du développement du préjudice associatif. Deuxième grand point, je pense que c'est le plus neuf d'un point de vue juridique, encore que ce sont les difficultés juridiques liées à la réparation des dommages à l'environnement. Et vous allez voir, les difficultés ne sont pas forcément là où on les attend le plus. Je vous rappelle la définition qui est donnée par l'article 1247 du Code civil, définition du préjudice écologique, donc définie comme l'atteinte non négligeable aux éléments et aux fonctions des écosystèmes et aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement. Alors je me suis dit, j'ai pensé hier soir à vous en me disant, il faudrait quand même que je leur donne un petit exemple et essayer, si possible, de trouver un exemple en matière climatique. Parce que les RICA, ça parle à tout le monde, on comprend bien, il y a des oiseaux qui sont morts, etc. Donc,
c'est assez simple de cerner ce qu'est le préjudice écologique pur. Il se trouve que hier, j'étais avec mes étudiants dans l'Hérault, en voyage d'études. On a rencontré un certain nombre d'acteurs locaux, déplacés dans des sites Natura 2000, etc. Et les animateurs de ce site Natura 2000 nous ont présenté des tourbières. Alors, c'est tout ce qu'il y a de plus... c'est finalement assez banal, hein. Mais ils nous ont expliqué que cette tourbière donc, est située au sommet d'un massif local, à peu près à 1100 mètres d'altitude. Et en fait, comme on est très proche de la Méditerranée, le réchauffement climatique est assez palpable là-bas. Alors, le vin est monté en degrés, encore plus que dans la région bordelaise. Et donc les tourbières, c'est exactement comme les espèces. Quand elles ont trop chaud, elles migrent. D'accord ? Alors une espèce, quand elle a trop chaud, elle peut migrer en altitude. Par exemple, dans les Pyrénées, on voit ça sur le bouquetin, par exemple, qui est en train de migrer progressivement en altitude jusqu'à ce qu'il soit au top, si on peut dire. C'est pareil pour la tourbière. Et la tourbière, elle va se déplacer progressivement pour suivre des conditions de température qui sont adéquates. Sauf que là, elle est déjà en haut du massif. Et donc, elle va finir par s'assécher et elle va tout simplement disparaître. Donc ici, on a un préjudice écologique pur et dur, puisqu'on a la disparition pure et simple d'un écosystème. Et on a aussi la deuxième partie de la définition, qui met un peu la pagaille d'ailleurs, la deuxième partie de la définition du préjudice écologique, c'est-à-dire les bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement. Une tourbière, ça sert à quoi ? Alors les agriculteurs n'aiment pas trop ça parce qu'ils préfèrent drainer et mettre des animaux en pâture, mais en réalité, ça a un rôle fondamental, y compris pour l'homme, c'est-à-dire que dans cette tourbière, vous avez des petites plantes, toutes petites comme ça, qui sont capables de retenir jusqu'à 1000 fois leur poids en eau. Et dans la région montpelliéraine, vous imaginez bien, avec les inondations qu'il y a, et les précipitations qu'il peut y avoir à l'automne, que ces tourbières sont particulièrement précieuses. Pourquoi ? Parce que la zone humide, pendant l'hiver, quand il y a les grandes précipitations d'eau, elle retient l'eau sur la tourbière, d'accord ? Et pendant l'été, quand on manque d'eau, sous l'effet de la chaleur, elle relâche de l'eau au moment où l'homme en a besoin. Donc elle joue un rôle absolument essentiel. C'est à la fois un écosystème en tant que tel, mais elle joue aussi un rôle essentiel vis-à-vis des activités humaines. Donc ça, c'est pour que vous ayez un exemple en tête de ce que peut être un préjudice écologique au sens de l'article du Code civil dans le domaine des changements climatiques. Eh bien, vous voyez, ce que je viens de faire là en vous donnant une illustration très concrète de ce que ça peut être, eh bien, c'est exactement ce que le recours L'Affaire du siècle n'a pas fait. C'est-à-dire, on n'a aucune illustration concrète de ce qu'est le préjudice écologique en matière climatique dans ce recours. Alors néanmoins, il y a quand même des questions intéressantes qui sont posées. La première, c'est est-ce que le juge administratif peut faire comme le juge civil, finalement, réparer le préjudice écologique pur ? À mon avis, ça ne pose pas de difficulté majeure, sous réserve qu'on ait un juge administratif, ce qui est loin d'être toujours le cas, qui va bien faire un petit pas en avant. La position classique du juge administratif est simple, celle que j'ai évoquée tout à l'heure. L'environnement, on a un dommage, ça c'est objectif, destruction de milieu naturel, mais on n'a pas de préjudice, parce que ça n'a pas de répercussion sur des personnes juridiques. D'accord ? Donc Conseil d'État, 12 juillet 1969, ville de Saint-Quentin. Bon, tout ça est assez connu. Maintenant, face à cette situation, il y a plusieurs arguments qui peuvent être évoqués pour faire évoluer la situation et calquer un petit peu sur ce qui existe en droit civil. D'abord, l'argument que le juge judiciaire a bougé maintenant depuis longtemps. L'arrêt sur les RICA, enfin les arrêts sur les RICA, ça commence à dater un petit peu. Le Code civil qui a lui-même évolué, j'en ai parlé. Mais avant ça, la Charte de l'environnement, l'article 4 sur la réparation des atteintes à l'environnement, une directive européenne qui n'oblige pas à réparer le préjudice écologique pur, mais qui porte sur la responsabilité environnementale, 2008. Non, c'est la loi, la directive c'est 2004. Et preuve que le Conseil d'État n'est pas totalement déconnecté de ces évolutions-là, dans le fameux arrêt Aspas dont je vous parlais tout à l'heure, le rapporteur public disait, parce qu'il se posait la question de savoir s'il fallait ou non aller dans la direction d'un préjudice écologique devant le juge administratif, et il disait, sur cette question, il est urgent d'attendre que le législateur éclaire cette question.
On était en 2015. Évidemment, la loi du 8 août 2016 sur la reconquête de la biodiversité, c'est elle qui a mis en place le préjudice écologique dans le Code civil. On sait par ailleurs que l'ADN du droit de la responsabilité administrative, c'est Blanco, c'est de se construire de manière dérogatoire vis-à-vis du Code civil, d'accord ? Mais on sait également, notamment depuis la thèse de Benoît Plessis, que le droit administratif, et notamment dans ce domaine-là, s'inspire très largement des solutions retenues par le juge civil. Donc, sur le plan des principes, ça ne pose pas de problème que le juge administratif s'inspire de ce que fait déjà le juge civil. Donc, à mon avis, dans son principe même, c'est pas forcément un obstacle majeur, et probablement que le Conseil d'État va se saisir de cette opportunité pour faire un petit coup d'éclat et dire « Regardez, maintenant, je répare le préjudice écologique ». C'est tout à fait possible. Je rappelle que, alors là, tous les auteurs ne sont pas tout à fait au diapason, mais quand on regarde l'évolution en matière de droit civil, tout l'objet de la création du préjudice écologique pur, ça sert à quoi ? Ça sert à supprimer la condition de personnalité du préjudice. D'accord ? Donc, si on reprend cette notion de préjudice écologique pur, ça veut dire que, par rapport à nos conditions traditionnelles du préjudice en matière de droit de la responsabilité administrative, on va regarder si le préjudice, on va toujours regarder s'il est direct et certain, mais a priori, l'ADN même, sinon ça ne sert à rien de reconnaître le préjudice écologique, c'est justement fait pour contourner cette condition de personnalité du préjudice, justement parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'environnement n'est pas un sujet de droit. Il reste qu'une fois de plus, le recours de l'affaire du siècle n'est pas très convaincant sur le sujet du préjudice écologique. Là encore, donc j'ai dit, il n'y a aucune démonstration concrète de ce qu'est le préjudice écologique en matière climatique. Et là encore, la demande d'indemnisation s'élève à 1 €, j'imagine, pour les mêmes raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Ce qui permet bien sûr à ces auteurs, et c'est très pratique, de se dispenser d'évaluer et de chiffrer le montant du préjudice écologique. Autrement dit, pour moi, le droit de l'environnement n'est pas pris au sérieux. Très clairement, la notion de préjudice écologique est dénaturée, voire même niée par de telles prétentions, ce que je regrette personnellement en tant que spécialiste de droit de l'environnement. Néanmoins, et ce sera le dernier élément de mon exposé, au-delà de la question du principe de la reconnaissance du préjudice écologique, je pense qu'il y a des obstacles persistants et des adaptations peut-être à faire, parce que le juge administratif peut s'inspirer du Code civil, mais probablement qu'il devra adapter un petit peu ce régime aux spécificités du droit administratif. Je vous rappelle qu'en droit de la responsabilité administrative, le principe reste qu'il n'y a pas de réparation en nature. Pourquoi ? Parce que traditionnellement, le juge administratif dit « je n'ai pas de pouvoir d'injonction vis-à-vis », ça c'est traditionnellement, c'est-à-dire avant, je n'ai pas de pouvoir d'injonction vis-à-vis de l'État, et donc je ne peux pas imposer de réparation en nature depuis un arrêt Dame-Barthélemy de 1963. Évidemment, on comprend bien pourquoi. Problème, l'article 1249 du Code civil nous dit « la réparation du préjudice écologique s'effectue par priorité en nature ». Vous voyez, déjà, on a une première contradiction. Néanmoins, les spécialistes pointus du droit de la responsabilité administrative savent bien que même si la réparation en nature devant le juge administratif n'est pas du tout habituelle, elle n'est pas pour autant impossible. Et d'ailleurs, récemment, dans un arrêt commune début de terme du 27 juillet 2015, le juge administratif s'est reconnu un pouvoir d'injonction, alors au titre de ses pouvoirs de pleine juridiction, il s'est reconnu un pouvoir d'injonction en matière de responsabilité administrative. Il reste quand même une difficulté pratique de la réparation en nature. Je vous donne un exemple récent, et d'ailleurs, il n'y a pas foule dans les prétoires devant le juge civil pour aller demander la réparation du préjudice écologique pur. Pourquoi ? Parce que c'est compliqué. On vous dit que c'est une réparation par priorité en nature. Une association qui va devant le juge civil, il ne s'agit pas juste d'arriver en disant « Ouais, moi je veux qu'on refasse la dune parce qu'elle a été détruite. » D'accord ?
il faut arriver avec des éléments extrêmement concrets. J'en discutais il y a 2 jours avec un membre, enfin un juriste de France Nature Environnement à propos d'un cas dont vous avez peut-être entendu parler, le cas du camping de Palavas-les-Flots, construit en zone littorale, et qui a carrément éliminé un cordon dunaire sur lequel il y avait des espèces protégées, etc. Et le juriste en question m'expliquait que c'est extrêmement compliqué parce qu'il fallait demander au juge de désigner un expert, sauf qu'il n'y a aucun expert judiciaire en matière de cordons dunaires et d'espèces de flore sur les cordons dunaires. Et donc ça devient vite extrêmement compliqué concrètement de faire réparer le préjudice écologique. Pourtant, ce serait intéressant du point de vue, non pas d'abord de la fonction réparatrice de la responsabilité civile, même si, soyons honnêtes, on connaît les mécanismes de compensation écologique. N'importe quel écologue, n'importe quel scientifique sérieux, vous n'en trouverez pas un seul pour vous dire que la compensation écologique ou l'ingénierie écologique est une réparation à l'identique de ce qu'on a détruit. Ça n'est pas, tout simplement pas du tout sérieux scientifiquement. Mais il y a aussi un autre intérêt du préjudice écologique, c'est vis-à-vis de la fonction de sanction. Même si je sais bien qu'elle n'est pas première, mais la fonction de sanction de la responsabilité civile, eh bien, si le juge condamne à la réparation en nature ou par équivalent, peu importe, à la réparation du préjudice écologique, évidemment, ça alourdit, entre guillemets, la sanction civile pour le responsable de ces dommages. Donc on escompte de cela un effet préventif, un effet dissuasif pour l'avenir de mieux respecter l'environnement. Donc difficulté de la réparation en nature. Un autre obstacle bien spécifique à la responsabilité administrative se dresse immédiatement. Si on appliquait le Code civil pur et dur, c'est l'article 1249 du Code civil qui nous dit qu'en cas d'impossibilité de droit ou de fait ou d'insuffisance des mesures de réparation, le juge condamne le responsable à verser des dommages et intérêts. D'accord ? Donc dans ce cas-là, ce n'est pas priorité en nature, mais on peut aussi aller sur les dommages et intérêts si c'est difficilement réalisable. Dommages et intérêts qui sont affectés à la réparation de l'environnement, au demandeur, ou si celui-ci ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, imaginez bien qu'une petite association de protection de l'environnement avec 3 bénévoles, elle n'est pas entreprise de travaux publics pour reconstruire des dunes, clairement. Dans ce cas-là, les sommes sont versées à l'État. Et donc imaginez transposer ce dispositif-là au droit de la responsabilité administrative, ça veut dire que vous condamnez l'État à se verser des sommes à lui-même. D'accord ? Bon, donc là, je pense que je n'ai pas besoin de faire davantage de commentaires. Simplement de dire que déjà en 2012, dans ma thèse, j'avais identifié, avant que le préjudice préjudice écologique soit reconnu, identifié ce problème-là en anticipant le fait qu'un jour, on allait peut-être l'adapter au droit de la responsabilité administrative. Et c'était à l'époque, pour moi, une des raisons, qui se justifie encore aujourd'hui, une des raisons parmi d'autres, qui justifierait la création d'une autorité publique indépendante en matière d'environnement, dotée de la personnalité morale, n'est-ce pas Hubert, et qui, de ce fait, pourrait recevoir le fruit des condamnations de dommages et intérêts. Voilà, donc en conclusion, vous voyez qu'il y a un tas de voies possibles pour l'indemnisation du préjudice climatique, sous réserve d'un tas de conditions à démontrer. Et évidemment, la plus grosse difficulté sur laquelle je suis totalement incompétent, mais c'est évidemment la question de la preuve scientifique et de la preuve juridique. Ce n'est pas propre au contentieux de l'environnement, mais là, on la retrouve de manière encore plus prégnante. Et je suis désolé, mais les rapports des GIEC sont une chose, mais quand on regarde bien les rapports du GIEC, ils ne disent pas on est sûr à 100% de tout ce qu'on dit. Justement, ce sont des vrais scientifiques. C'est-à-dire que quand ils ont des incertitudes, ils les exposent. Ils disent voilà, là, on est confiant, on est hautement confiant dans ce qu'on dit. Là, on est moyennement sûr. Bon, donc là, le jour où ça arrive entre les mains d'un juge, évidemment, ce ne sera pas évident de condamner soit l'État ou des personnes privées sur ce fondement-là. Donc, un tout dernier mot pour vous dire qu'il me semble que derrière ces questions juridiques, il y a aussi un problème juridique de fond, bien sûr. Dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique, la responsabilité, on le sait, c'est la réparation, c'est donc souvent de l'argent, d'accord ? Et donc, si on est dans le cadre de l'action de l'État,
c'est nécessairement une perte de moyens de l'État. C'est d'ailleurs pour ça, je pense que l'affaire du siècle a demandé seulement 1 euro, c'est pour éviter ça. Mais si on se place dans une perspective où demain, n'importe qui pourrait aller demander la réparation de son préjudice climatique, ça veut dire qu'on va assécher les caisses de l'État avant même que celui-ci ait eu encore le temps ou l'envie de lever le petit doigt pour mobiliser les moyens dont on a besoin pour lutter contre le changement climatique et s'adapter au changement climatique. Voilà, c'est tout ce que j'avais prévu. Enfin, j'avais prévu aussi en conclusion de vous parler de la responsabilité préventive, qui est évoquée beaucoup en droit civil, mais comme je l'ai dit ce matin à travers une remarque, cette responsabilité préventive existe depuis longtemps en droit administratif à travers le recours pour excès de pouvoir. Et de ce point de vue-là, je rappelle ce que j'ai dit ce matin, que le recours de Maître Huglot pour la commune de Grande-Synthe me semble beaucoup plus intelligent que l'affaire du siècle, puisqu'il demande, il s'inscrit en tout cas dans cette finalité préventive sans faire les poches de l'État. Je vous remercie.